Donc j'invite maintenant le professeur Ganji, qui est un radiologue, mais un radiologue interventionnel, à nous parler de l'imagerie interventionnelle et des traitements focaux de certains cancers abdominaux. Professeur Jacques, je voudrais vous remercier pour votre invitation. C'est un grand honneur d'être parmi vous tous, parmi mes maîtres, parmi des je voudrais vous parler aujourd'hui de l'imagerie interventionnelle et ce que l'imagerie peut vous apporter. Plus fort, pardon, excusez-moi, près de la bouche, d'accord. Je vais faire comme on me dit. Comme je disais, comme vous le savez, l'imagerie a été depuis des années utilisée pour le diagnostic. Et les derniers progrès que l'imagerie ont fait ont changé et révolutionné le diagnostic et la prise en charge des patients. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Et ça posait jamais, il n'y a pas de difficulté. Ce qui est nouveau, entre parenthèses, l'imagerie interventionnelle est née dans le début des années 60 et l'utilisation de l'imagerie pour guider les instruments et faire des gestes sous contrôle de l'imagerie. C'est ce qui est nouveau. Donc, pour vous dire que depuis 2011, nous sommes équipés de 3 blocs opératoires. La spécificité, en fait, c'est quoi? C'est de mettre ces imageries qui sont utilisées pour le diagnostic dans des blocs opératoires avec les mêmes normes ISO que la chirurgie pour qu'on puisse y procéder à des gestes complexes avec des salles hybrides, avec des équipes hybrides. Ça veut dire qu'un chirurgien, quand il descend dans les salles de radio interventionnelle, il doit se sentir comme chez lui, trouver les mêmes instruments, les mêmes normes que chez lui et qu'il puisse faire les gestes avec nous de manière tout à fait à l'aise. Ça, c'est très important et c'est ce qui a été fait à Strasbourg avec 3 blocs opératoires, ISO 6, avec tout ce qu'il faut, toutes les installations pour pouvoir y faire des chirurgies ouvertes, abdominales et thoraciques. Alors, comme vous le voyez, tous les types de salles sont présents et je vais vous faire une petite introduction sous forme d'un film de 2 minutes pour que vous voyez la vie qui se passe dans ces salles-là. Ça se passe quasiment de commentaires normalement. Donc voilà comment ça se passe. Si vous savez, l'imagerie est née en 1895 avec Röntgen. C'est tout jeune quand même. C'est pas si loin que ça. En 1947, on a les premières échographies qui apparaissent. Personne n'y a cru sauf les gynécologues. Parce que c'était quasiment illisible. En 64, l'interventionnel est né par Charles Dotter qui a fait les premiers gestes endovasculaires pour dilater les vaisseaux. En 71, Amy a inventé le scanner avec Hansfield. Amy, c'est les mêmes qui ont fait les disques de Beatles, bien évidemment. Et aujourd'hui, les gestes interventionnels sont dans les salles multimodalités, comme vous le voyez là, un scanner multimodalité. Tout se fait dans ce bloc opératoire avec des gestes complexes, avec des équipes différentes, les anesthésistes, les chirurgiens, les radiologues interventionnels. Tout ensemble, là ici par exemple, le traitement d'un cancer du rein, l'ultrason n'est pas mort évidemment, l'ultrason a beaucoup évolué. Aujourd'hui, l'ultrason est utilisé en fusion pour guider les instruments. Les détecteurs plans, les scopies télévisées qui étaient juste utilisées pour l'angio, aujourd'hui sont capables de faire des scanners, sont capables de faire des détections de tumeurs et comme ils peuvent faire du scanner, c'est des salles aussi multimodalités et utilisées directement. En angiographie, vous le connaissiez, aujourd'hui la machine vous montre même le chemin, on va voir. Une fois que vous avez déterminé où est la tumeur, il va vous montrer le chemin pour arriver à la tumeur et en endovasculaire, comme un GPS, il vous dit tous les artères qui finissent dans la tumeur. Donc vous ne pouvez pas les rater. C'est pas comme avant, on faisait 50 angiographies. Et enfin, si même toutes ces modalités ne peuvent pas vous aider, il faut aller plus loin, utiliser d'autres modalités, donc aller vers l'IRM par exemple. L'IRM interventionnel aujourd'hui avec cette tunnel large permet pour tous les tumeurs qui sont visibles qu'en IRM de faire les gestes directement en IRM. Et comme vous voyez, en temps réel, vous avancez les aiguilles. Seule nuisance, c'est le son. Il n'y a pas de rayon. Là, si, je peux arrêter la musique si vous voulez. Aucun problème. Alors, et pour le PET scan, vous allez me dire, même le PET scanner, évidemment, même le PET scanner peut être utilisé pour les gestes interventionnels, pour les lésions qui ne sont visibles qu'en PET scan, comme vous le voyez. Comme je vais aller très vite, vous voyez un peu, toutes les modalités d'imagerie sont accessibles pour faire les gestes différents. L'ultrason, je vous en ai parlé, la fusion, donc l'ultrason peut être fusionné comme l'ultrason est facile à déplacer avec le scanner, avec l'IRM, avec le PET scan, pour vous donner des images et faire des gestes par la fusion. Les détecteurs plans, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, ne sont plus des arthroscopies simples. Ils vous font des scanners avec une bonne qualité, seulement ils mettent 30 à 40 secondes pour faire ces scans. Ce n'est pas la même chose que le scanner habituel. Ils vous permettent de détecter aussi les tumeurs, les contours de tumeurs. Vous pourrez mesurer le volume tumoral et ils peuvent même vous aider
avant l'intervention, de simuler l'intervention que vous allez faire. Par exemple, ici, on veut faire une ablation tumorale. On met une première sonde de cryothérapie en place. Le logiciel nous dit immédiatement que cette partie rouge de la tumeur est en dehors de la zone d'ablation. Il va y avoir une survie tumorale. On remet une deuxième et on dit c'est pas mal, il y a tout dedans, mais quand on regarde en coronal, on voit que la partie supérieure de la tumeur n'est toujours pas couverte. Donc vous voyez, en prévision des gestes, on peut simuler le geste avant l'intervention et on sait que d'emblée, il y aura besoin de 4 sondes pour pouvoir venir à bout de cette tumeur. Le scanner maintenant, le scanner est devenu extrêmement rapide aujourd'hui. Le tunnel est beaucoup plus large que ce qu'on avait avant, il fait 80 cm. Donc pour les malades plus larges et surtout pour mettre des instruments sur les malades, on est beaucoup plus à l'aise qu'avant. C'est des machines qui font 12 images par seconde, c'est plus ce qu'on avait avant, donc c'est très utile et comme vous voyez, c'est un vrai bloc opératoire. La précision et la résolution spatiale du scanner vous permet d'aller n'importe où. Bon, vous connaissez cette image diagnostique, le cancer pulmonaire, il est évident. Vous pouvez même voir ce que le malade portait ce jour-là. Et même si vous voulez fouiller dans ses poches et voir qu'effectivement les cigarettes qui ont causé le problème étaient dans la poche du côté opposé. C'en est là. Donc la marque, je ne peux pas encore le dire, mais on n'est pas loin. Ça vous permet d'aller un peu n'importe où, comme je vous le disais, tous les biopsies, il faut dire que le challenge est là, on nous demande toutes les biopsies, regardez les biopsies du base du crâne, les biopsies intra-aortico-cave, tout est accessible si ça vaut le coup de le faire, vous comprenez? Donc, l'IRM maintenant, l'IRM, c'est un instrument qu'on a beaucoup négligé, en particulier en France. Le seul IRM interventionnel qui existe actuellement à Strasbourg, dans un bloc opératoire. L'argument que c'est cher est évident si la machine est vide. Si une machine est utilisée toute la journée pour faire des gestes interventionnels qui ne sont pas faisables ailleurs, c'est une machine qui n'irradie pas. N'oubliez pas que notre spécialité est une spécialité qui attire de plus en plus de jeunes femmes. Moins on les irradie, mieux ils viendront. Il n'y a pas que ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a des patients aussi jeunes qui viennent chez nous qu'on ne devrait pas irradier. Enfin, il y a des images que l'on ne voit qu'en IRM. Donc, il faut les traiter où on les voit. C'est pour ça que l'IRM est intéressant. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est difficile d'accès. Il faut avoir des bras longs. D'abord parce qu'il faut traiter dans le tunnel, donc les bras longs, et d'autre part, avoir des bras longs pour obtenir la machine. Ça fait deux choses en même temps. Alors, ces IRM aujourd'hui, comme vous le voyez, ils ont le même tunnel que les scanners avec les mêmes diamètres. On peut mettre des malades jusqu'à 220 kg dedans. C'est pour ça que l'interventionnel est né, parce que ces machines sont faites pour les malades larges. Sinon, ils ne l'ont pas fait pour l'interventionnel. Si vous remarquez, la moitié de votre équipe passe dans ces machines maintenant, ce qui est utile. Remarquerez que je suis en dehors du tunnel. D'autres problèmes de l'IRM, c'est un aimant. Donc, tous vos instruments ne sont incompatibles avec la machine. Tout doit être repensé et refait. Tous les instruments. Vous voyez, il y a une aiguille que je tiens dans la main qui se transforme en projectile pour le malade. Si vous le lâchez, il accélère et il finit dans le patient. Une bistouri viendra blesser votre patient en se plantant dans le patient. Donc ça veut dire que tous les instruments sont en céramique ou en titane. Sinon, ça ne marche pas. C'est vrai que ça fait des difficultés. Mais n'oubliez pas, on n'est plus en gladiateur. Ce qui fait très peur aux malades, vous imaginez pas, les radiologues font peur aux malades déjà habituellement comme ça. Elle a habillé avec nos tabliers, ça fait très peur. On leur dit n'ayez pas peur, ils nous voient avec des tabliers, des masques, des lunettes plombées. Pas très rassurant, tandis qu'en IRM, vous êtes quasiment en vacancier, vous n'avez pas de tablier plombé. Et un radiologue interventionnel sans tablier plombé, il a l'impression d'être nu. Donc au départ, il faut s'y faire. Seule protection pour les oreilles qui font du bruit. Alors, les ultrasons focalisés, on en a parlé un tout petit peu, vous allez entendre beaucoup parler. Aujourd'hui, en IRM, c'est le seul instrument qui permet de voir la température à l'intérieur du corps. Je ne veux pas en dire plus parce qu'on va en parler plus tard, mais pensez que, on en a parlé aussi avec M. Couvreur, d'ouverture des drogues, activation des drogues. Donc c'est quelque chose qui existe. Il y a 2 machines sur le marché équipées, les marques je ne vous le dis pas, mais qui font effectivement de l'ultrason focalisé systématiquement dans les patients. Le PET scan, vous allez me dire, c'est des gigolos à Strasbourg, ils ont toutes les machines. Eh bien, si vous le justifiez, vous pourrez avoir accès. Et là, on a 2 fois accès par mois, en particulier dans les cas où les tumeurs ont été biopsiées négatives, dans les fibroses post-lymphomes, ou les tumeurs neuroendocrines visibles qu'en PET scan, c'est ces malades-là qu'on traite en PET scanner. Alors, comme vous voyez, c'est très simple. Le PET scan est une machine irradiante. Le tablier plombé ne vous protège pas. Donc, il faut faire des gestes très rapides et s'éloigner, sinon vous êtes irradié. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai un patient, regardez son scanner. Le scanner, je mets tout le monde en défi de me dire où est la métastase osseuse.
On me dit qu'il y a une métastase osseuse, je dois le prouver, c'est un cancer du sein. 50 biopsies ont été faites à l'aveugle et jamais rien. Il faut le biopsie au PET scan. Regardez, l'aiguille est dedans. Il passe à travers la lésion. Je prends mes prélèvements, je le mets dans le formol parce que vous comprenez, les anapathes, il faut les convaincre, qui sont comme les radiologues. Donc on les met dedans, je le remets dans le tunnel et je fais une image en disant, vous voyez, c'est actif dans le formol, je n'étais pas à côté. La confiance, c'est bien, le contrôle, c'est mieux. Alors... Enfin, venons au traitement de base maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces machines? Quand vous nous envoyez un patient, d'abord il faut savoir que tous ces patients ont été vus en multidisciplinaire. Ce n'est pas un radiologue qui se décide dans un coin, j'ai décidé de traiter cette tumeur hépatique. Ça n'existe pas, ça. Il faut avoir une chaîne de collègues ensemble. Il faut que toutes les spécialités soient présentes pour pouvoir faire un geste correct et proposer le mieux aux malades. Et le mieux, comme je vous l'ai dit, salle multimodalité, équipe multidisciplinaire. Alors, la destruction tumorale aujourd'hui se fait surtout par la thermique. C'est comme à la cuisine, il y a la radiofréquence qui est en fait votre plaque à induction, il y a les micro-ondes, on a le congélateur qui est la cryothérapie, on a juste le laser qu'on n'a pas à la maison, mais tous ces types d'outils qui sont utilisés pour l'ablation ont des indications particulières. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer une technique à tous les autres. Il n'y a pas de colle universelle. Les colles universelles ne collent en fait rien. Ils collent tout un peu. Donc il faut avoir la colle spécifique pour le bon cas. La cryo pour quelque chose, le laser pour autre, dont les indications sont précises. Quand on utilise le chaud, ce que je dis à tout le monde, la seule chose qu'il faut avoir en vue, c'est qu'il faut un steak à point. On ne vous demande pas un steak brûlé, le steak à point. C'est tout ce qu'il faut. Tout ce qui est saignant, ça veut dire récidif. Ça, c'est très simple. Et si vous brûlez, ça devient saignant à l'intérieur. Donc, il faut une température assez élevée, sans être trop élevée, pour ne pas avoir de carbonisation, et passer par 90 degrés assez longtemps pour que ça soit bien cuit. La cryo, tout ce qui est en dessous de moins 40, va finir par éclater. Il y a un éclatement cellulaire, thrombose des vaisseaux et troisièmement, effet osmolaire qui est très toxique pour les cellules. Donc très très efficace. Et comme vous voyez aujourd'hui, les sondes de cryothérapie sont isolées et avec des tailles différentes, faisant des glaçons de manière très précise. Et l'intérêt de la cryo par rapport à tout le reste, c'est quoi? C'est que le glaçon est visible en imagerie. C'est tout ce qui fait la différence par rapport au chaud où on a besoin de l'IRM pour voir la température. Ici, un glaçon est visible. Voilà ce que ça donne. Allons dans les organes, l'organe préféré du professeur Geck. On va commencer rapidement par le foie. Les deux indications pour nous sont les hépatocarcinomes et les métastases des cancers. Quand ils ne répondent pas, alors comme je vous le disais, aujourd'hui la radiologie interventionnelle ne récupère que les contre-indications de toutes les autres techniques. Donc aujourd'hui on en est là. Pour les métastases, quand la chimiothérapie répond et que le patient va bien, on ne traite pas. Par contre, dès qu'il y a moins de 5 métastases résistants au traitement conventionnel, ces patients-là sont adressés à nous, en particulier dans les cancers à évolution lente. On ne s'attaque pas au mélanome, on ne s'attaque pas à des cancers rapides, donc on s'attaque surtout aux tumeurs neuroendocrines et des métastases des cancers colorectals et certains types de métastases particuliers. Alors pour les cancers du sein, je vous donne un exemple typique, basique de ce qu'on fait tous les jours. Métastase unique d'un cancer du sein, on nous l'adresse en disant est-ce que c'est faisable? Évidemment, c'est faisable. En écho de fusion, on la voyait très bien, regardez l'écho de fusion. Je vois la tumeur au scan dans le même plan que l'échographie. On met 3 sondes d'ablation dedans parce que c'est assez gros, vous avez remarqué, on met 3 sondes de radiofréquence et on commence à faire notre cuisine. Ça dure à peu près 12 minutes pour être à point et vous voyez, on contrôle immédiatement en fin d'intervention, l'ablation est bonne, il n'y a plus aucune prise de contraste et il y a une marge de sécurité de au moins 1 cm. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Contrôle, 3 mois après, vous voyez, il n'y a aucune prise de contraste en soustraction. La lésion semble être complète et maintenant, ce patient est suivi la première année tous les 3 mois, la deuxième année tous les 6 mois pour voir et attendre les prochaines métastases. Par contre, vous le savez, ça existe. En IRM, l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que vous poussez votre aiguille en temps réel. Vous voyez la petite veine qui est devant là? Vous attendez, au bon moment de la respiration, vous passez au-dessus. Donc, c'est un temps réel dans 3 plans de l'espace. C'est pour les enfants, comme je vous le disais, c'est très simple à faire. Une fois que l'aiguille est en place, vous mettez 2 sondes de cryo en place, je contrôle et voilà le glaçon. Comme je vous le disais, le glaçon, il ne faut pas être radiologue pour le voir. Vous le voyez bien ici, hein, le glaçon est très nettement visible. Ma lésion est couverte, je suis content. Le rein était prêt. On a mis une deuxième aiguille pour l'écarter pour que le rein ne gèle pas dans ce conflit-là. Je monte un tout petit peu le calibre des problématiques qu'on nous confie. Encore une métastase de foie gauche, on nous le confie. Malheureusement, vous avez vu la difficulté ici, c'est le cœur.
c'est que si je veux prendre mes marges de sécurité, le péricarde va y passer. Et on a déjà eu des perforations cardiaques décrites. Ça veut dire que ça n'arrive jamais sur le coup. C'est 3 semaines après que les patients font un décès par perforation et péricardite hémorragique. Dans ces cas-là, il faut absolument qu'une fois que j'ai mis les sondes en place, je puisse écarter le cœur de ma tumeur. Dans ces cas-là, comme on n'a pas d'envahissement capsulaire, la seule solution que nous avons, c'est de mettre une autre aiguille sous contrôle IRM juste sous le cœur, comme vous le voyez ici, injecter du sérum physiologique en quantité suffisante pour passer le liquide entre le cœur, comme vous le voyez ici, faire un coussin de liquide entre le cœur et ma tumeur, et comme ça, je peux tranquillement congeler sans mordre sur le cœur. Voilà la fin du glaçon. Comme vous le voyez, le glaçon est là. Vous voyez bien le liquide qui le sépare du cœur. Et voilà, on a été en sécurité et la lésion a été détruite complètement avec une nécrose complète. Comme vous voyez, c'est les astuces techniques. Montons un tout petit peu encore les problématiques parce que je disais, les chirurgiens adorent nous stimuler de plus en plus. C'est une confiance mutuelle, c'est un jeu. C'est une endométriose. Alors ça, j'en avais jamais vu au sous-diaphragmatique. Comme vous voyez, c'est une petite endométriose chez une femme de 45 kilos de 30 ans qui vous dit, pendant mes cycles, j'ai mal à l'épaule. Et la lésion est très bien visible en IRM pendant les périodes de cycle. Regardez, c'est cette petite chose-là qui saigne et disparaît en dehors des cycles. L'IRM fait en dehors de cycle, on ne la voit plus. Pendant le cycle, on les voit. Donc, comme c'était mal placé, on m'a dit en chirurgie, ça va être quand même un chantier, aller sur le diaphragme ou en thoracoscopie. En cryo, on va le faire. Donc, l'abord a été fait comme vous le voyez, comme ça. Et regardez le glaçon couvrant l'endométriose. Effectivement, elle a tout de suite, en 4 semaines, les douleurs avaient disparu. Autre exemple, et j'en finirai avec le foie. J'ai fait assez plaisir avec M. Jacques avec le foie. Donc, le PET scan, ici, c'est une tumeur neuroendocrine. Les 2 métastases visibles qu'en PET. L'IRM négatif, diffusion négative, scanner négatif. En échographie, j'ai envoyé un, l'autre, je ne le voyais pas. Là, je suis obligé de traiter ce patient en PET scan. C'est la seule chance que j'ai pour les voir. Donc, on fait le PET, on met les aiguilles, parce que c'est un scanner, en place, on traite la tumeur. À la fin de l'intervention, on réinjecte le patient et on fait une soustraction. Et comme vous le voyez, lésion avant, lésion après, je n'ai plus d'activation, lésion avant, lésion après. Donc j'ai désactivé les 2 métastases. Donc ce n'est pas pour aller jouer, mais il n'y a pas le choix. Donc il y a des indications pour ces gestes-là chez des patients jeunes. Donc je pense que dans ces cas-là, ça vaut le coup de prendre le risque. Enfin, des hépatocarcinomes, on en a parlé pas mal, et la chimio-embolisation, vous connaissez, il est vrai que la chimio-embolisation seule réduit ces tumeurs, mais il est difficile de les guérir complètement en chimio-embolisation. Mais quand ils sont gros et très vascularisés, les techniques d'ablation thermique ne marchent pas, parce qu'il y a tellement de sang qui circule comme les radiateurs d'une voiture, on n'arrive à jamais chauffer ou refroidir assez ces tumeurs, étant donné l'artérialisation de ces tumeurs. Il faut dans un premier temps boucher les vaisseaux, faire la chimio pour en arrêter avec ça. Donc ce qu'on fait, on fait la chimio-embolisation et comme je vous l'ai dit, on met le GPS de la machine en route, il nous dit tous les artères, embolisation complète, mais comme vous savez, ça ne suffit pas. Et pendant la même procédure, pendant la même sédation, on met les sondes de radiofréquence en place et comme la tumeur n'a plus de sang qui circule dedans, on arrive à déposer à cette température pour en faire un steak à point. Voilà le contrôle. Après ablation, vous voyez le fantôme de la tumeur au sein de la nécrose de ce qui arrive. Cette taille de tumeur, sans embolisation... 2 minutes. 2 minutes. Oh, écoutez, j'accélère. J'accélère. Alors, je vous parle du rein, parce que quelqu'un voulait de la prostate. Pour le rein, c'est pareil. Le rein, l'indication est encore meilleure, parce que c'est souvent des tumeurs uniques. Et là, ce qu'on privilégie, c'est les tumeurs intracorticales, par exemple, qui sont visibles qu'en IRM. Ceux-là sont très facilement traitables en IRM. Je vais passer sur le rein. Et les autres organes, le pancréas, encore pour vous, monsieur Jacques. Les métastases uniques des cancers du rein, sur le pancréas, on nous les confie sans qu'on en veuille, parce que le pancréas a quand même 30 à 40% de complications. La congélation de ces tumeurs-là sont possibles aussi, comme vous le voyez, avec une très belle nécrose. Et enfin, les surrénales. Ça, alors, le surrénal, c'est très bien, c'est faisable dans toutes les indications que vous voulez, sauf que la sécrétion pendant la procédure peut être très surprenante, déclenchant des tachycardies et des hypertensions. L'anesthésiste doit avoir le cœur bien solide.
C'est plutôt eux que nous, comme d'habitude. Enfin, les lésions péritonéales, ça c'est pour Olivier. Quelques lésions péritonéales, comme c'est sur le sarcome, peuvent être effectivement traitées par cryothérapie dans les cadres très particuliers avec des très bons résultats. Et je finis avec la prostate pour faire plaisir aux collègues qui m'ont parlé de l'IRM et de la prostate, et avec le positionnement en IRM. Ces indications-là sont difficiles pour la prostate. Les seules que nous avons fait avec professeur Lang sont les indications de récidive post-radiothérapie, avec une cryothérapie. Et pourquoi en IRM? Eh bien, très simplement parce que c'est très facile de voir le glaçon. Regardez les aiguilles, la mise en place des aiguilles, et regardez combien la prostate bouge quand on pousse les aiguilles dedans. C'est un organe mobile, la prostate, à l'inverse de ce qu'on pense. Évidemment, les urologues le savent, et regardez les aiguilles en place et regardez le glaçon. Il faut pas, c'est très facile de voir l'ablation et les glaçons que ça produit. Et alors, je voulais vous dire, pour en finir, là, il faut me donner 1 minute, parce que c'est la partie la plus intéressante, c'est la chirurgie réalisée en salle. Quand ni moi, ni la chirurgie ne peut accéder à une tumeur, l'association de nous deux permet, par exemple, dans ce cas de tumeur desmoïde que vous voyez ici, inextirpable par la chirurgie, inaccessible par voie percutanée, parce qu'il y avait une compression vaginale, rectale, vésicale, qui gênait cette dame jeune. Dans ce cas-là, ni eux ni moi on est capable de faire quelque chose. On va tous les deux ensemble, et je vais accélérer le film, promis, pour que vous voyez ça. Dans ces cas-là, on vient en salle et on associe, voilà, regardez, le scanner est habillé, la chirurgie a lieu dans la salle du scanner, comme vous le voyez ici, une mini-laparotomie. Les professeurs Lang dissèquent tous les organes que moi je ne peux pas écarter pour sauver ces organes, donc le grêle, la vessie, le rectum, tout est disséqué. Il me met la tumeur directement sur le contrôle de la vue et nous piquons à travers le mini-laparotomie, sous contrôle le scanner, la tumeur. C'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui a des patients qui ont ce genre de tumeur, qui n'ont pas d'autre choix, ça permet d'y agir. Et vous voyez, à partir de ce moment-là, c'est notre tour qui arrive, et regardez, à travers le trou de mini-lap, on commence à mettre les aiguilles, le scanner commence à nous guider, parce qu'on a besoin du scanner pour la profondeur. Une fois qu'on est dans l'intérieur de la tumeur, regardez, ça va commencer à augmenter, le nombre de sondes. On a eu besoin de 15 sondes à travers la paroi pour couvrir toute la tumeur. Regardez le nombre d'aiguilles. Et le glaçon va être formé et n'est visible qu'au scanner. Évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Regardez le glaçon, vous le voyez, tout en noir. C'est toute la tumeur congelée. Et une fois que nous avons fini, on retire le tout et on arrive à refermer le patient. C'est ça l'avenir. C'est l'association de différentes équipes, différentes spécialités, avec l'imagerie le plus sophistiquée pour faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et là, la chirurgie vient fermer la salle. Comme vous l'avez vu, ceci, je pense, est l'avenir et est très prometteur pour des équipes qui travaillent ensemble. Regardez la nécrose tumorale dans ce cas-là. Pour conclure, la chirurgie a toujours été là, était le premier à traiter le cancer. Vous avez remarqué, je vous désigne avec la plus puissante. L'oncologie médicale est essentielle dans le traitement de ces tumeurs. La radiothérapie, il ne faut pas les oublier, ils sont essentiels. Et enfin, il y a aussi les radiologues interventionnels dans l'équipe. Donc, il faut tout le monde pour en venir à bout de cette tumeur. Donc, il y a 4 colonnes grecques pour pouvoir aider les patients dans les cas les plus difficiles. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Ganji. On a le temps pour une question. Alors, qui souhaite poser cette question? Oui? C'est pas une question, c'est un très bref commentaire. Bravo, nous avons à peu près la même expérience à Paris, mais je vois que tu as insisté sur le fait qu'il faille que ce type d'interventionnel soit fait dans des centres spécialisés. Il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas négligeable, comme en chirurgie, et en fin de compte, on se rapproche de protocoles chirurgicaux. Il est inconcevable de faire ce type d'opération dans des petits centres disséminés. Je pense qu'il faut un centre par région, ou quelques centres par région, de façon à pouvoir le faire en sécurité. Absolument d'accord avec vous. D'abord, le coût de ces machines-là, pour pouvoir les utiliser, il faut pouvoir, comme un bloc opératoire, comme votre robot, le partager avec des horaires précis entre nous. Pour que ces machines-là ne soient pas perdues et gâchées, le meilleur endroit, c'est vraiment dans les mains des radiologues. C'est pas parce que je veux que ça soit chez moi. C'est que dès le moment où la machine est vide, nous, on peut faire tous les biopsies, tous les gestes simples dessus. La machine est occupée toute la journée, de 7h30 du matin jusqu'à 20h du soir. Après, il passe son astreinte. Mais ce n'est possible que si la chaîne est complète.
chirurgie, anesthésie, radiothérapie, oncologue, traitement de la douleur. Vous avez raison, on ne peut pas se permettre de mettre un robot dans chaque petit hôpital de France. On ne peut pas mettre ça dans tous les hôpitaux de France. Merci. Merci beaucoup. Désolé, mais on t'écouterait encore pendant longtemps, mais le temps presse.